Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 63 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte sur les chantiers. J'ai monté ma propre entreprise de rénovation à 34 ans et, avec le temps, sans faire de bruit, j'ai plutôt bien réussi mes affaires. Je porte toujours les mêmes types de chemises à carreaux robustes que lorsque je maniais le marteau pour quelques francs de l'heure. Je conduis un vieux Peugeot Expert de 2019 avec une bosse sur le pare-chocs arrière pour avoir reculé dans un poteau il y a 2 hivers. Je ne porte pas de montre de luxe. Je bois mon café à la boulangerie du coin, non pas parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir mieux, mais parce que c'est celui que j'aime vraiment. Mon fils, Marc, savait que j'avais de l'argent. Il savait que la maison où nous nous trouvions m'appartenait, une propriété de 5 pièces au bord du lac d'Annecy, dans un coin tranquille à environ 1 heure de Lyon. Il savait que je m'en sortais bien. Mais je ne pense pas qu'il saisissait l'ampleur de la situation, et sa femme, Sandrine, encore moins. Sandrine avait décidé, au cours de l'année passée, qu'elle ne m'appréciait guère. Je ne pourrais pas dire exactement quand cela a commencé. Peut-être était-ce l'avant-dernier Noël, quand je suis arrivé avec mon utilitaire plutôt qu'avec une berline neuve, et qu'elle a fait une remarque à voix basse que je n'étais pas censé entendre. Peut-être était-ce plutôt ce que si c'est qu'au moment où elle se tenait dans ma cuisine pour m'annoncer que j'avais 48 heures pour libérer les lieux, elle préparait son coup depuis longtemps. Elle avait fait ses calculs. Elle s'était dit qu'un vieil homme en flanelle, au volant d'une camionnette cabossée, ne pouvait pas se permettre de payer un avocat ou de se battre. Elle pensait que j'étais une proie facile. Je veux revenir un peu en arrière, car cette histoire n'a pas de sens sans contexte. Marc est mon fils unique. Sa mère, ma femme, Françoise, est décédée d'un cancer il y a 11 ans, elle n'avait que 51 ans. Après sa disparition, nous n'étions plus que tous les deux pendant un certain temps. Marc avait 22 ans, il finissait ses études à l'école de commerce de Lyon, et je me suis jeté à corps perdu dans le travail, comme le font souvent les hommes de ma génération quand ils ne savent plus comment tenir debout. Nous n'étions pas particulièrement proches durant ces années-là, et je n'en suis pas fier. Il souffrait, je souffrais, et aucun de nous n'était doué pour en parler. Il a rencontré Sandrine environ 4 ans après la mort de Françoise. Elle était vive, ambitieuse, belle d'une manière qui vous rend un peu nerveux. Elle occupait un poste important dans la finance à Lyon et savait comment s'imposer dans une pièce. J'ai essayé de l'apprécier. J'aimais certains de ses traits au début. Elle était organisée, directe. Elle rendait visiblement Marc heureux, mais il y avait toujours quelque chose en dessous, une sorte de calcul derrière ses yeux quand elle me regardait, comme si elle additionnait des chiffres qui ne s'équilibraient pas tout à fait. Ils se sont mariés il y a 6 ans. J'ai payé le mariage. Non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que je le voulais, parce que Françoise l'aurait voulu, parce que c'était mon fils et que j'avais les fonds nécessaires. Le mariage a eu lieu dans un magnifique domaine viticole du côté de Châteauneuf-du-Pape. Cela m'a coûté un peu moins de 90 000 euros. Je n'en ai parlé à personne, j'ai simplement signé les chèques. Après le mariage, Marc et Sandrine ont acheté un appartement dans le centre de Lyon. J'ai aidé pour l'apport personnel, de 100 000 euros virés directement sur leur compte. Encore une fois, je n'en ai pas fait tout un plat. Marc m'a remercié. Sandrine a souri en disant qu'il me rembourserait, ce à quoi j'ai répondu que ce n'était pas nécessaire. Elle a semblé soulagée. 2 ans plus tard, ils ont eu une fille, ma petite fille, Clémence. Elle a 4 ans, elle a les yeux de Françoise et elle est, sans exagération, la plus belle chose de ma vie. À la naissance de Clémence, j'ai immédiatement ouvert un plan d'épargne pour ses études avec 50 000 euros pour commencer et des versements automatiques mensuels. Je n'ai pas
précisé le montant total à Sandrine. J'ai simplement mentionné que j'avais ouvert un compte pour la petite. Elle a hoché la tête, distraite. Ce que Sandrine ne savait pas, et ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, était la vue d'ensemble. En 30 ans à la tête de mon entreprise de bâtiment, j'avais prospéré. Pas d'une manière tapa accent grave l'œil, pas de yacht ou de villa à Saint-Tropez, du moins pas de façon évidente, mais j'avais été prudent, régulier, et j'avais investi massivement depuis la fin de ma trentaine. La propriété d'Annecy était entièrement payée. Je possédais 4 autres immeubles. 2 rapports en Rhône-Alpes, 2 à Grenoble, 1 à Aix-les-Bains et un petit bâtiment commercial à Chambéry que je louais à un cabinet de kinésithérapie. J'avais un portefeuille d'actions et de placements géré par mon conseiller financier à Paris. Mon patrimoine net, selon mon dernier relevé, s'élevait à un peu plus de 4 millions d'euros. Pourtant, je vivais comme si je gagnais 50 000 euros par an. C'était un choix. Françoise et moi en avions souvent parlé de la façon dont l'argent change les attentes des gens, dont il rend certains types d'amour conditionnels. Nous l'avions vu dans sa famille à elle. Son frère avait touché un héritage à 40 ans et soudain, ses enfants traitaient chaque visite comme une négociation. Nous ne voulions pas de cela. Nous voulions que Marc construise sa propre vie, qu'il connaisse la valeur de ce qu'il gagnait, qu'il ne passe pas sa jeunesse à attendre qu'une fortune lui tombe dans les bras. J'ai donc gardé le silence. J'aidais quand je le pouvais. Quand cela me semblait juste, quand on ne me le demandait pas d'une manière qui me nouait l'estomac. Mais la demande, quand elle est arrivée, n'était pas là. Bonne. Tout a commencé par un dîner environ 8 mois avant que tout ne s'écroule. Marc et Sandrine sont montés à Annecy pour le pont du 15 août. Avec Clémence sur le siège arrière. Nous avons passé un bon moment la première soirée. J'ai grillé des truites du lac. Nous sommes restés sur le ponton jusqu'à ce que les moustiques deviennent insupportables. Clémence s'est endormie sur mon épaule, ce que je considérais comme une soirée parfaite. Mais le samedi matin, autour du café, Sandrine a évoqué ce qu'elle appelait une proposition commerciale. Elle voulait utiliser la maison d'Annecy comme location de courte durée. Airbnb, disait-elle. Le marché ici était florissant. Elle avait fait ses recherches. Il pourrait dégager 10 à 15 000 euros par mois en haute saison, à partager avec moi selon mes souhaits. Elle avait déjà une agence de gestion en tête. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a ajouté qu'elle avait déjà pris contact avec l'agence. J'ai laissé planer un silence un instant, puis j'ai répété que j'allais y réfléchir. Elle a souri et a changé de sujet, et j'ai remarqué qu'elle avait pris cela pour un oui. Au cours des mois suivants, de petites choses ont commencé à se produire. Elle m'envoyait par mail des liens vers des décorateurs d'intérieur spécialisés dans le haut de gamme. Elle m'a transféré un document d'une agence de gestion avec un projet de contrat déjà rempli avec l'adresse de ma maison. Marc et elle sont revenus en octobre. Et elle a fait le tour de la propriété avec son téléphone pour prendre des photos. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a répondu qu'elle prenait simplement la mesure de l'espace. J'ai précisé, aussi clairement que possible, que je n'avais rien accepté. Elle a ri en disant qu'elle ne faisait qu'explorer des pistes. Pour être honnête, j'aurais dû parler plus fort. J'aurais dû dire, Sandrine, arrête. C'est ma maison. Nous ne ferons pas ça. Je pense qu'une partie de moi s'attendait à ce que Marc intervienne, qu'il remarque ce qui se passait et lui dise quelque chose pour la recadrer. Il ne l'a pas fait. Il la suivait comme il le faisait depuis des années. Et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de faire une scène, pas encore. Je me suis dit que je m'en occuperais quand ça deviendrait un vrai problème. C'est devenu un vrai problème en mars. Ils sont venus pour les vacances de printemps. Clémence n'avait pas d'école.
Il disait vouloir passer du temps en famille. J'en étais ravi. J'étais seul ici depuis décembre et j'avais hâte d'entendre leur bruit. Mais le deuxième jour, Sandrine m'a fait asseoir à la table de la cuisine et a fait glisser une feuille de papier vers moi. C'était un contrat. Elle l'avait fait rédiger par une connaissance, pas un notaire apparemment, une amie qui travaillait dans l'immobilier et qui en savait assez pour monter un dossier. L'accord stipulait que je transférais les droits de gestion de la propriété à Marc et elle pour une période initiale de 3 ans, pendant laquelle il gérerait tous les revenus et les dépenses, en me versant un montant forfaitaire mensuel de 2000 €. La propriété serait enregistrée à leur nom pour les besoins de la location. 2000 € par mois pour une maison qui se louerait 14 000 € en juillet. J'ai lu le papier 2 fois. Je l'ai posé. J'ai dit, je ne signerai pas ça. Elle a répondu qu'elle comprenait mon hésitation, mais que je devais penser au long terme. Que la propriété était un atout majeur et que sans une gestion professionnelle, je gâchais de l'argent. Il me rendait service en proposant de s'en charger. J'ai dit, Sandrine, c'est ma maison. J'habite ici. Elle a répliqué qu'il y avait un appartement dans une résidence senior de luxe à Aix-les-Bains qu'elle pensait que je devrais visiter. Très chic. Style de vie actif. Piscine. J'avais 63 ans. Marc était assis à l'autre bout de la table et ne me regardait pas. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin à penser à Françoise. J'ai pensé à ce qu'elle dirait. J'ai imaginé la version de l'histoire où je signais ce papier pour avoir la paix, où je déménageais dans une résidence dorée pour passer le reste de ma vie à faciliter celle de gens qui avaient déjà décidé de ce que je valais. J'ai pensé à ma petite fille, Clémence, endormie au bout du couloir. Je me suis levé, j'ai préparé du café et j'ai appelé mon avocat à Paris à 4h30 du matin. Il s'appelle Maître Lefebvre, je le connais depuis 20 ans. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit. Jean-Pierre, envoie-moi ce qu'elle t'a donné. J'ai photographié le document et je l'ai envoyé par mail. Il m'a rappelé dans l'heure. Il a dit que l'accord tel qu'il était écrit était pratiquement inapplicable, mais que l'intention était claire. Il m'a conseillé d'être prudent et de commencer à tout mettre par écrit. J'ai fait autre chose aussi. J'ai appelé mon conseiller financier et mon comptable, et j'ai passé la semaine à obtenir une image très précise de tout ce que je possédais et de la manière dont c'était structuré. J'ai mis à jour mon testament, que je n'avais pas vraiment regardé depuis la mort de Françoise. J'ai déplacé certains actifs. J'ai eu une discussion avec mon comptable pour transférer les immeubles de Grenoble dans une société civile immobilière, ce que je projetais de faire depuis 2 ans sans jamais prendre le temps. Au moment où Marc et Sandrine sont partis à la fin de la semaine, j'avais beaucoup réfléchi. Je ne leur avais rien dit. J'ai aidé à porter les affaires de Clémence jusqu'à la voiture, je l'ai attachée dans son siège, j'ai embrassé le sommet de sa tête. Sandrine a dit qu'elle espérait que je reconsidérerais ma position. J'ai dit que nous resterions en contact. 3 semaines plus tard, ils sont revenus. Cette fois, Sandrine était seule. Marc était au travail. Disait-elle, mais elle voulait régler les choses. Elle est entrée avec la clé que Marc possédait. Elle avait une nouvelle version de l'accord. Un avocat l'avait examiné cette fois, m'a-t-elle dit, et tout était très clair. J'ai préparé du café. J'ai lu la nouvelle version. J'ai posé quelques questions. Puis j'ai dit, Sandrine, je ne signerai pas ça. Et j'ai besoin que tu me rendes la clé. Elle m'a dévisagé. J'ai répété, j'ai besoin de la clé, s'il te plaît. Elle a dit qu'elle n'était pas obligée de me la rendre, que le nom de Marc était associé à cette clé. J'ai répondu que le nom de Marc ne figurait
sur aucun titre de propriété, et que si elle ne me rendait pas la clé, je ferais changer les serrures l'après-midi même, ce que je comptais faire de toute façon. Par précaution. J'étais très calme en disant cela, ma voix n'a pas tremblé. Elle a posé la clé sur la table. Puis elle a dit, Jean-Pierre, je pense vraiment que tu devrais réfléchir au type de relation que tu veux avoir avec ton fils. J'ai réfléchi un instant. J'ai dit, j'aimerais une relation où les gens frappent avant d'entrer chez moi. Elle est partie. J'ai changé les serrures le soir même. Marc a appelé. Je pouvais entendre la tension dans sa voix, cette platitude particulière qu'il adopte quand il a eu une conversation inconfortable. Et qu'il ne sait pas comment la gérer. Il a dit que Sandrine était bouleversée. Il a dit que j'étais déraisonnable. Il a dit que l'accord était en fait une bonne affaire pour moi et qu'il ne comprenait pas pourquoi je rendais les choses difficiles. Je lui ai demandé s'il avait lu l'accord. Il a marqué une pause. Il a dit qu'il l'avait parcouru. Je lui ai demandé s'il pensait que 2000 € par mois était équitable pour une propriété de cette valeur. Il a répondu que ce n'était pas une question d'argent, mais de travailler ensemble. En famille. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne signerais rien. Je lui ai dit que nous pourrions reparler quand tout le monde serait calmé. Il a alors dit quelque chose que j'ai ressassé maintes fois depuis. Il a dit, papa, tu dois commencer à réfléchir à ce qu'il adviendra de tout cela quand tu ne seras plus là. Sandrine essaie juste de t'aider à prévoir. J'ai répondu, Marc. J'ai 63 ans, pas 93. Je prévois depuis 30 ans. Tout ira bien. Il a raccroché. Pendant les 6 semaines suivantes, je n'ai eu aucune nouvelle. Aucun appel, aucun message. J'ai envoyé une carte pour l'anniversaire de Clémence avec un chèque pour elle, qui a dû finir sur leur compte. Je ne sais pas si elle a su que c'était de ma part. Puis, un mardi matin de mai, j'ai entendu une voiture dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. C'était une voiture que je ne connaissais pas. Un instant plus tard, Sandrine est arrivée à la porte avec un homme inconnu. Elle a frappé. Au moins, elle a frappé. J'ai ouvert la porte. Elle a présenté l'homme comme étant un entrepreneur en bâtiment. Elle a dit qu'ils allaient prendre des mesures. Elle a ajouté que la rénovation allait prendre la majeure partie de l'été, qu'elle comprenait que ce soit dérangeant, mais que c'était nécessaire. J'ai demandé. Je demande pardon? Quelle rénovation? Elle a répondu qu'elle expliquerait tout cela dans son mail. J'ai dit que je n'avais reçu aucun mail concernant une rénovation de ma propriété. Elle a dit, Jean-Pierre, je pense que ce serait plus facile pour tout le monde si tu trouvais un autre endroit où loger pendant que nous réglons tout ça. Il y a de très belles options à Aix-les-Bains. L'entrepreneur regardait ses chaussures. J'ai dit, je voudrais que vous partiez, tous les deux. Elle a dit, Jean-Pierre. J'ai repris, vous n'êtes pas propriétaire de ce terrain. Cet homme n'a aucun droit d'être ici. Je vous demande de partir. Ils sont partis. L'entrepreneur avait l'air soulagé. Je suis retourné à l'intérieur et je suis resté assis à ma table de cuisine. Pendant longtemps. J'ai regardé le lac. La glace était partie depuis 2 semaines et l'eau avait cette nuance bleu foncé particulière qu'elle prend lors des froides journées précédant l'été. Un héron était posé près de la rive opposée. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Maître Lefebvre. J'ai dit, Raymond, je pense qu'il est temps. Il savait ce que je voulais dire. Nous en avions parlé. Il a dit, je t'envoie les papiers d'ici la fin de la semaine. Je vais être honnête sur ce qui s'est passé ensuite, car c'est la partie la plus importante. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait par colère, ou pas. Seulement. Je l'ai fait parce que j'avais compris, enfin et totalement, ce qui se jouait.
Sandrine avait décidé que j'étais un obstacle, un vieil homme assis sur des actifs sans savoir comment les rentabiliser. Elle avait décidé que l'héritage de Marc était déjà sous sa gestion. Elle avait décidé que mes préférences, mon confort, ma maison étaient négociables. Elle avait fait ses comptes et les chiffres lui disaient que je ne répliquerais pas. Elle ne m'avait jamais interrogé sur ma vie, sur ce que j'avais bâti, ou sur ce que cela représentait pour moi. Elle s'était arrêtée aux chemises en flanelle, au Peugeot Expert et au café du comptoir. Elle n'avait pas cherché plus loin. C'était son erreur. Maître Lefebvre a déposé une mise en demeure formelle pour violation de propriété et a envoyé des copies aux adresses de Marc et Sandrine à Lyon. Il a également envoyé une lettre précisant que j'étais le seul propriétaire inscrit de la maison d'Annecy et de 4 autres immeubles en France, et que toute tentative ultérieure d'accès, de rénovation ou d'ingérence entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. Il a joint un résumé de ma situation financière. Pas tout, juste assez. Un chiffre à 7 chiffres. Une liste d'actifs. J'ai aussi contacté mon comptable pour mettre à jour les bénéficiaires de mes comptes. Clémence est restée la bénéficiaire principale de son fonds d'études. Mon patrimoine, qui devait initialement être partagé équitablement entre Marc et quelques associations caritatives, a été restructuré. Marc est resté dans le testament, mais l'a part alloué à la fondation que je finance discrètement depuis 8 ans, une organisation qui soutient l'apprentissage des métiers de l'artisanat dans toute la région. Quelque chose que Françoise et moi avions mis en place avant qu'elle ne tombe malade. A été considérablement augmenté. L'héritage direct de Marc, si je venais à disparaître avant de prendre d'autres dispositions, a été réduit à la seule propriété d'Annecy. Rien d'autre. Et, comme le précisait désormais le testament, cela était conditionné par le fait que sa résidence principale reste située en dehors de la propriété de mon vivant. J'ai aussi discrètement mis en vente 2 de mes immeubles à Grenoble, non pas par besoin d'argent, mais parce que je voulais simplifier mon portefeuille et que le moment semblait opportun. Marc a appelé le jour où il a reçu la lettre de l'avocat. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait le ton de quelqu'un qui vient d'ouvrir un tiroir en s'attendant à y trouver un objet familier et qui tombe sur toute autre chose. Il a dit, « Papa, je ne savais pas pour les autres immeubles. » J'ai répondu. « Je sais. » Il a dit, « 4 millions d'euros. » J'ai précisé, un peu plus. De 4,2 au dernier relevé. Il y a eu un très long silence. Il a demandé, « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» J'ai répondu, « Parce que ce n'était pas une information dont tu avais besoin pour construire ta vie. Tu avais tout ce qu'il fallait. Tu as eu les études, l'apport pour l'appartement, le mariage. Ce que tu faisais de ta vie après cela devait t'appartenir. » Il est resté silencieux à nouveau. Puis il a dit, « Sandrine ne savait rien de tout ça. » J'ai dit, « Non, elle ne savait pas. » Il a ajouté, « Elle pensait. » Il s'est arrêté, puis a repris, « Elle avait un chiffre en tête pour ce qu'elle pensait que tu valais. » J'ai dit, « Je sais quel chiffre elle avait en tête. » Je l'ai entendu soupirer. Je veux dire quelque chose sur Marc, car je ne veux pas faire de lui le méchant de l'histoire. Il ne l'est pas. C'est mon fils, je l'aime, et j'ai échoué envers lui d'une certaine manière à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Après la mort de Françoise, je me suis replié sur moi-même. Je lui ai donné de l'argent quand j'aurais dû lui donner du temps. J'ai payé pour des choses quand j'aurais dû m'asseoir avec lui. J'ai construit un mur autour de moi qui ressemblait à de la générosité financière vue de l'extérieur. Et je me suis menti en pensant que c'était suffisant. Ça ne l'était pas. Il a grandi avec un père qui avait érigé une barrière, et il a épousé une femme douée pour franchir les barrières. Je pense qu'il l'a laissé négocier des choses qu'il aurait dû gérer lui-même parce qu'il m'avait vu éviter les conversations
difficile pendant presque toute sa vie d'adulte. Je n'excuse pas ce qui s'est passé, mais j'en comprends une partie. Il est venu seul à Annecy 3 semaines. Plus tard. Sandrine n'était pas là. Il est arrivé un samedi à l'heure du déjeuner, j'ai fait des sandwichs, nous nous sommes assis sur le ponton et nous avons discuté pendant presque 5 heures. C'était la plus longue et la plus vraie conversation que nous ayons eue depuis l'enterrement de Françoise. Il m'a raconté comment les choses apparaissaient de son côté, et je lui ai raconté mon point de vue. Il a pleuré à un moment, ce à quoi je ne m'attendais pas, et je ne savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai simplement posé ma main sur son épaule. Comme mon propre père le faisait, et nous sommes restés là jusqu'à ce que cela passe. Il s'est excusé, et j'ai accepté. Puis je lui ai dit quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. J'ai dit, Marc, j'aurais dû te montrer davantage l'ensemble du tableau plus tôt. Pas les chiffres ne comptent pas, mais la réflexion derrière tout ça. Pourquoi je vis comme je vis? Ce que ta mère et moi croyions à propos de l'argent et de ce qu'il fait aux gens. J'aurais dû te donner cela au lieu de te donner simplement des chèques. Il a répondu, je crois que j'aurais aimé ça. J'ai dit, moi aussi. Avec Sandrine, cela a pris plus de temps. Elle n'est pas revenue à Annecy pendant 2 mois. Quand elle l'a fait, elle accompagnait Marc et Clémence, et elle était plus silencieuse que je ne l'avais jamais vue. Clémence a couru sur le ponton et a sauté dans mes bras, ce qui est la meilleure sensation au monde. Par-dessus son épaule, j'ai regardé Sandrine approcher. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait eu beaucoup de réflexions inconfortables. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, cette même table où elle m'avait tendu ce contrat, et elle a dit, Jean-Pierre, je suis désolé. Elle a été précise. Elle n'a pas dit, désolé si j'ai offensé, elle a nommé ses torts. Chaque chose, sans détour. Je l'ai respectée pour cela. J'ai dit, Sandrine. Je n'ai pas besoin que tu gères mon patrimoine. J'ai besoin que tu me laisses être le grand-père de Clémence. Elle a répondu, c'est juste. J'ai ajouté. Et j'ai besoin que Marc te parle des choses au lieu de te laisser les apprendre par des avocats. Elle a presque souri. Elle a dit, c'est juste. Aussi. Nous n'en sommes pas revenus exactement au point où nous en étions. Avant tout cela, je ne sais pas si nous y arriverons un jour, mais nous sommes quelque part, et ce quelque part est un début. Clémence est sur le ponton en ce moment même alors que j'écris ces lignes. C'est le mois de juillet, et le lac a cette couleur d'été, presque vert près du bord et d'un bleu profond plus loin. Elle essaie d'attraper une grenouille. Elle essaie depuis 40 minutes, elle est trempée et totalement déterminée, et elle ressemble tellement à sa grand-mère que cela me coupe parfois le souffle. Je ne vais pas dans une résidence senior à Aix-les-Bains. Je vais rester sur ce ponton, boire mon café. Et regarder ma petite fille chasser les grenouilles jusqu'à ce que le soleil se couche. Et quand les gens regarderont ma chemise à carreaux et ma camionnette bosselée et décideront qu'ils savent déjà ce que je vaux, eh bien, cela a cessé de m'importer. Qu'ils fassent leurs calculs. Depuis que j'ai raconté des parties de cette histoire à quelques personnes de confiance, on m'a demandé si je regrettais la tournure des événements, si j'aurais aimé agir différemment, si je regrettais les mois de silence, la lettre de l'avocat ou la tête de Marc quand il a découvert le montant. Honnêtement, je regrette les années qui ont précédé. Tout cela bien plus que ce qui a suivi. Ce que j'ai fini par comprendre, assis sur ce ponton avec mon café qui refroidit, c'est que ce que Sandrine a fait n'était pas vraiment motivé par l'avidité, pas à la racine. C'était une question d'information. Elle s'est construit une image de moi à partir de ce qu'elle voyait, la camionnette, les chemises, ma discrétion sur l'argent. Et elle a pris des décisions basées sur cette image. Elle n'avait pas tout à fait tort de chercher à s'informer, elle a eu tort sur ce qu'elle en a fait, mais le
Fossé entre ce qu'elle supposait et la réalité, c'est moi qui ai aidé à le creuser. Je l'ai maintenu volontairement, sans jamais penser aux conséquences de ce choix pour mon entourage. Il existe une version de Jean-Pierre qui assoit son fils à 30 ans et lui dit « Voici ce que j'ai construit, et voici pourquoi. Je l'ai fait ainsi. Voici ce que ta mère et moi croyions. Voici ce que je veux. Pour toi. » Ce Jean-Pierre-là a une histoire différente. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais elle est différente. Au lieu de cela, j'ai tendu des chèques à Marc en appelant cela de l'amour, et je l'ai laissé tirer ses propres conclusions sur l'homme qu'était son père. Il en a tiré de mauvaises, et je ne peux pas m'en étonner. Ce sur quoi je reviens sans cesse, c'est ceci, les choix que nous faisons discrètement, au fil des ans, s'accumulent pour devenir quelque chose de concret. Ils deviennent les conditions dans lesquelles les autres doivent vivre. Sandrine n'est pas arrivée à ma table de cuisine avec ce papier. Par hasard. Elle y est arrivée parce que je n'avais jamais montré assez clairement où se trouvaient les limites. J'avais confondu la vie privée avec la sagesse, et le silence avec la force. Et à 63 ans, je me retrouvais face à ma belle-fille en train de la regarder me tendre un document qui disait essentiellement que je n'avais pas assez d'importance pour qu'on me demande mon avis. Ce n'est pas entièrement sa faute. Ce que j'ai fait après, les serrures, l'avocat, le testament restructuré, je n'en regrette rien. Non pas parce que je voulais punir qui que ce soit, mais parce que l'alternative était de continuer à faire semblant, de signer un papier pour garder une paix de façade et de passer le reste de ma vie à en nourrir de la rancœur. J'ai vu des hommes faire cela. J'ai vu mon propre père en faire une version. Cela ne rend personne plus heureux, cela ne fait que déplacer le malheur. Marc et moi nous parlons maintenant d'une manière inédite. Cette partie est réelle et elle compte plus pour moi que les immeubles ou le portefeuille d'actions. Il sait qui est son père maintenant, non pas par les chiffres, mais par la réflexion derrière les chiffres. Le pourquoi des choses. C'est ce que j'aurais dû lui donner il y a 20 ans, et je suis reconnaissant que nous y soyons parvenus, même si le chemin a été rude. Clémence a attrapé une grenouille samedi dernier. Elle l'a portée partout pendant 20 minutes puis l'a relâchée au bord du ponton parce que, disait-elle, sa famille devait lui manquer. Elle a 4 ans et elle comprend déjà quelque chose qu'il m'a fallu des décennies à apprendre. On peut tenir quelque chose fermement toute sa vie et savoir quand même quand il est temps de lâcher prise.